Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans De Case en Case, le podcast manga animation japonaise, mais pas que. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à une maison d'édition et aux coulisses d'un manga, le bateau Thésée, que j'ai personnellement énormément apprécié. Et pour ce faire, on va se retrouver avec monsieur Stéphane Ferrand, donc directeur éditorial des éditions Vega Dupuis, anciennement Vega. Bonjour monsieur Ferrand. Bonjour. Alors, je vais vous poser une petite question là tout de suite. Pourquoi avoir choisi Vega Dupuis pour les mangas, alors que de base Dupuis est plutôt axé sur la BD. On sait que c'est une des grosses maisons d'édition françaises. Et du coup, pourquoi ce rachat? Donc c'était en 2020, si je dis pas de bêtises, pour l'année 2021. Comment tout ça s'est passé? En définitive, Dupuis, l'année prochaine, va avoir 100 ans. Et c'est vrai que c'est un âge où on se pose toujours des questions. On a beaucoup de choses à fêter, bien sûr. Il y a un immense patrimoine en termes de bande dessinée franco-belge chez Dupuis. Et évidemment, à cet âge-là, on se tourne aussi vers l'avenir en essayant de se demander quelles sont les voies de la bande dessinée à explorer. Et c'est pour ça que Vegas s'est inséré en définitive dans le catalogue Dupuis assez facilement, puisqu'il est apparu que Dupuis n'avait jamais fait de manga, que c'était une partie du travail éditorial qui lui manquait. Et donc, Dupuis a défini deux lignes principales, à la fois la ligne Vega pour faire du manga, et également une ligne de webtoon, là aussi tournée vers l'avenir et vers les jeunes publics, les nouveaux publics. Donc c'est un peu comme ça que Dupuis a pris cette décision de se lancer dans le manga. Et puis pourquoi Vega? Parce qu'à l'analyse du catalogue de Vega qui avait déjà été construit avec Steinkiss, il est apparu qu'il y avait un aspect pop culture, grand public, sur beaucoup de titres, et puis certains titres un peu plus ambitieux, plus titres d'auteur, comme Journal d'une vie tranquille par exemple, et que ça correspondait à l'image de Dupuis qui, on le sait, est un grand fournisseur de titres populaires, mais a également une collection auteur avec Air Libre. Donc le catalogue Vega matchait très bien en fait avec le catalogue Dupuis. Sachant que vous, si je dis pas de bêtises, vous êtes dans le secteur du manga depuis assez longtemps maintenant. Vous faites partie des grands noms un petit peu du nom du manga en France. Je vois que vous avez travaillé C'est gentil. pour Bayard, pour Fleurus, Glénat notamment. Aussi, je crois que vous avez travaillé pour le magazine Animeland, qui fait partie des gros magazines. Donc c'était un petit peu naturel, je pense, pour vous de vous diriger, du moins par rapport à Dupuis, vers ce côté manga. Oui, oui, oui. Moi, j'ai consacré en fait ma vie professionnelle au manga puisque j'ai commencé en tant que libraire à une époque où le peu de mangas qu'il y avait, c'était les mangas qu'on importait du Japon et qu'on proposait donc en version originale, quoi, en version japonaise. Après, oui, je suis passé par la diffusion, la distribution, je suis passé par la presse avec Animeland, le virus manga. Je suis passé ensuite par l'édition, donc et aussi par l'événementiel avec le festival Angoulême. Donc ça me permettait d'avoir une vision un petit peu à 360, à la fois de ce marché et du public. Et c'est ça qui quelque part aussi a intéressé Dupuis et moi m'intéresser chez Dupuis, puisque Dupuis, il y a tout ce qu'il faut en fait en termes d'événementiel, en termes de marketing. C'est une immense maison et il y avait tous les éléments, si j'ose dire, pour pouvoir déclencher une nouvelle époque sur cette marque Vega. Est-ce qu'il y a eu, moi c'est une question que je me suis posée à titre personnel, une sorte d'impréhension à rentrer justement dans ce marché du manga, sachant qu'actuellement en tant que lecteur, enfin moi je vois qu'il y a une espèce de saturation des maisons d'édition. Quand je vais en librairie, il y en a énormément des différentes, dont des beaucoup plus petites. Et est-ce que vous avez eu cette appréhension de rentrer dans ce marché qui est déjà plein de concurrents potentiels, ou pas du tout, vous avez des rapports plutôt amicaux avec d'autres maisons d'édition? Non, non, j'ai pas du tout eu d'appréhension. Alors bon, les rapports avec les autres maisons, c'est des rapports très amicaux puisque on se connaît tous depuis longtemps, on se fréquente tous depuis longtemps, on est tous passés un petit peu par les mêmes gamelles, si j'ose dire. Hmm. On a tous trempé à un moment ou à un autre dans Animeland, et bon, on est amis et bonnes connaissances tout autant que concurrents professionnels. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Quant à la surproduction, ma foi, je suis dans le
manga depuis assez longtemps et c'est vrai que c'est une thématique qui revient régulièrement. Et en définitive, je ne suis pas convaincu par cette thématique. On le voit d'ailleurs avec le résultat des ventes de manga en 2021 qui est positivement historique. En définitive, on n'a Ouais. jamais connu des résultats et des chiffres comme ça, ce qui prouve que le public est là. Et c'est vrai que le manga, c'est aussi une lecture générationnelle et une lecture, je dirais, transgénérationnelle. C'est-à-dire que tous les 10 ans, on a aussi une nouvelle génération qui arrive. Il y a des gens, voilà, des jeunes gens qui viennent lire du shonen, qui s'intéressent aux nouveaux shonen et tout autant aussi aux anciens shonen. Et puis, les anciens adolescents ont pris un peu d'âge et puis vont se reporter, par exemple, assez facilement vers le seinen manga. C'est ce qui m'a intéressé, par exemple, quand j'ai créé Vega. J'ai défini qu'on ferait, on essaierait d'avoir un regard assez poussé, assez précis sur les différentes formes que le seinen manga pouvait apporter aux jeunes adultes et aux adultes. Donc, fondamentalement, je pense que le public évolue. La production est toujours extrêmement importante, bien sûr, mais elle suit aussi l'évolution du public. En parlant de public, et justement, on a parlé juste avant du festival d'Angoulême, l'annonce est tombée hier. Vous avez été sélectionné, donc Vega Dupuis, pour le festival d'Angoulême avec 2 titres, donc qui sont donc le bateau de Thésée dont on va parler un petit peu après, et Natsuko no Sake. Euh, Comment ça se passe d'être sélectionné au festival d'Angoulême? Est-ce que le jury vous prévient à l'avance? Est-ce qu'il y a une liste de mangas un peu prédéfinie ou de BD, même de manière générale, où le jury va les lire et ensuite sélectionner pour le festival? Et comment ça se passe une fois qu'on est sélectionné? Est-ce qu'il y a des choses à rendre? Ou est-ce que c'est juste du plaisir, entre guillemets, aller sur place, parler avec les gens et ensuite recevoir peut-être un prix? Sur le process en lui-même, on envoie, tous les éditeurs envoient généralement la production au jury du festival. Alors bien sûr, on essaye aussi de voir ce qui peut convenir par rapport à quel festival. Quand vous êtes à Montreuil, vous voyez plutôt des choses jeunesse. Quand vous êtes à Angoulême, vous êtes dans un public très large avec une vision des choses extrêmement étendue, une vision du public étendue. Et puis quand vous êtes à Japan Expo, vous êtes face à un public beaucoup plus spécialiste. Et donc les prix qui tournent autour de ces différentes époques, voilà, on essaye d'envoyer les titres qui conviennent, on va dire, ou qui conviendront le mieux. Mais grosso modo, oui, on envoie un petit peu tous nos titres. C'est au petit bonheur la chance. Et puis le jury qui en reçoit des centaines finit, lui, par faire son choix en termes de sélection. Une fois que c'est fait, on est mis au courant quelques jours avant la conférence de presse d'Angoulême. Bien entendu, on nous demande de garder le secret pour que la découverte, entre guillemets, se fasse pendant la conférence de presse d'Angoulême. Mais être mis au courant un petit peu avant, ça nous permet déjà de commencer à vérifier si on a assez des volumes en stock, s'il faut relancer une impression, parce qu'on sait qu'il va y avoir un intérêt qui va être porté sur le titre à partir du moment où il y a eu effectivement ne serait-ce que déjà une sélection. Un intérêt bien sûr accru à partir du moment où la sélection se transformera éventuellement en prix lors du festival d'Angoulême. Mais ça, on ne le saura que fin janvier pour le coup. Et puis après, voilà, la conférence d'Angoulême donne sa sélection. Et là, généralement, nous, on a aussi un process qu'on met en place, de telle manière à pouvoir communiquer, déjà vis-à-vis de nos partenaires japonais, mais également vis-à-vis des libraires, afin que eux puissent se préparer à d'éventuelles demandes des clients qui viendraient découvrir un titre qui a été ainsi mis à la lumière. Sachant qu'en ce moment, avec toutes les problèmes de pénurie, de livraison qu'il y a avec les livres, je pense que le défi logistique, il est de taille. Mais bon, je pense pas tout le monde est à peu près au courant de ce qui se passe, donc on va peut-être pas rentrer dans ces détails-là. Et je vous propose maintenant de passer un petit peu sur le bateau de Thésée, d'en savoir un peu plus sur ce manga. Alors je vais juste le présenter rapidement. Donc c'est une œuvre de Higashimoto Toshiya, qui est également auteur de Unsung Cinderella, qui va être réédité chez Mangetsu, je crois, cette année. C'est édité au Japon depuis 2017 et en France depuis 2019. Alors anciennement chez Vega et maintenant chez Vega Dupuis, mais ça on va en reparler, qui vient de se terminer du coup en 10 tomes. Et ça raconte l'histoire de Chine. Donc le 24 juin 1989, 21 personnes décèdent d'empoisonnement au cyanure de potassium dans une école primaire de la région d'Oto-Usu, donc en Hokkaido au Japon. Donc c'est l'île qui est tout en haut pour ceux qui n'arrivent pas à visualiser.
L'accusé principal, c'est Bungo Sano, le père de Shin, notre héros. 28 ans plus tard, Shin décide de rendre visite à son père en prison, mais s'arrête avant sur le lieu du crime lorsqu'un brouillard mystérieux le transporte 28 ans en arrière, donc quelques mois avant le drame. Et donc on va le suivre mener l'enquête en 1989. Alors moi personnellement, c'est un titre qui m'a énormément plu, j'ai découvert assez tard. J'ai lu quasiment les 10 tomes d'une traite. Là récemment c'était 9 tomes plutôt, et ensuite j'ai acheté le 10e, donc je l'attendais avec impatience le mois dernier, enfin dans ce mois de novembre. Euh, Quand vous étiez chez Vega, comment s'est passé le process d'acquisition de ce titre, et pourquoi avoir choisi ce titre? Enfin, comment est-ce qu'on choisit un manga qui est donc japonais? Est-ce qu'il faut notamment parler japonais pour comprendre un peu comment, enfin, le manga au Japon, et ensuite se dire tiens là je vois du potentiel en France? Enfin, comment tout ça se passe? Il y a plusieurs méthodes, hein. Chaque éditeur va avoir sa manière de faire. Moi, je ne parle pas japonais, par exemple. Hmm. Donc, j'ai toujours plusieurs phases de découverte. Alors, je procède un petit peu en forme d'entonnoir inversé. Et puis, je sélectionne comme ça un certain nombre de titres qui, visuellement, me semblent témoigner d'une véritable qualité, d'un vrai travail, puisqu'avant tout, c'est de la bande dessinée, donc c'est du visuel. Même si c'est du manga, c'est la même chose. Il faut que le visuel et que la page fassent ressentir des choses à la lecture, même sans comprendre forcément le propos. Ensuite, on s'intéresse au contenu. C'est-à-dire que on fait établir une fiche de lecture par quelqu'un qui parle japonais, on discute un petit peu des enjeux, on voit un petit peu les choses. Enfin, voilà, il y a tout un processus. On regarde un petit peu aussi la destinée du titre au Japon. Est-ce que c'est un titre qui a du succès? Est-ce que les médias japonais en parlent? Enfin voilà, il y a toute une méthodologie, une structuration qui peut être de divers ordres, pour arriver à trouver et à se dire ce manga-là, ça correspond parfaitement à ce que je veux proposer en France. Ensuite, il y a tout un travail à faire en lien avec l'éditeur japonais. C'est vrai que moi, quand je suis tombé sur le bateau de Thésée, j'ai trouvé exactement ce que je cherchais. Encore une fois, j'avais voulu que Vega ait une identité qui couvre tout le spectre du manga, mais qui ait un véritable regard sur le seinen manga. Et le seinen, c'est assez vaste, on va trouver de tout. Moi, je voulais aussi un seinen distractif d'une certaine manière, quelque chose qui réfère à la pop culture, mais qui en même temps, voilà, ait une intelligence de propos et quelque chose d'assez ambitieux dans sa volonté de faire. Et de fait, j'étais tout de suite capté par cette espèce de mélange très particulier qu'il y a dans le titre, qui, disons-le, en premier lieu est un thriller, avec une pointe de fantastique, puisqu'on a cet effet de voyage dans le temps. Il y a plusieurs allers-retours d'ailleurs dans le temps qui viennent impacter de manière intelligente le scénario. On sait que les voyages dans le temps, c'est quand même un sujet complexe qu'il faut maîtriser pour arriver à retomber correctement sur ses pieds. Et en même temps, on avait des personnages extrêmement touchants, crédibles, et et une petite réflexion supplémentaire en fait sur l'hérédité, la paternité, voilà, tout un ensemble de choses qui mènent à la réflexion. Et qui pousse le personnage à avancer tout autant en fonction du fils qu'il a et de l'histoire familiale qu'il veut lui transmettre, et tout autant vis-à-vis de son père, accusé de ce meurtre affreux et dont il n'est pas fondamentalement convaincu de la culpabilité. Donc il y a comme ça plusieurs aspects. C'est une sorte de titre qui trouve une thématique en plusieurs dimensions. Et en même temps, avoir un titre qui se termine en 10 volumes, c'était très intéressant, parce qu'avoir une série courte, assez souvent, c'est aussi parce qu'on a un auteur qui maîtrise son propos, qui considère, voilà, à partir du moment où il a construit son histoire, considère que 10 volumes, c'est suffisant pour arriver, en termes de calibre, si j'ose dire, pour arriver à exprimer tout ce qu'il a besoin d'exprimer. Et il n'y a rien qui est plus parfois un petit peu usant que d'avoir un titre qui tire à la ligne et qui met du volume derrière le volume, derrière le volume, derrière le volume, en essayant de rebondir d'une manière parfois relativement artificielle. Et là, on avait un titre qui était maîtrisé de bout en bout par l'auteur et qui, selon moi, avait toutes les qualités pour plaire à un large lectorat en France.
Quand vous dites que le titre rebondit, alors moi, là, je vais parler de mon avis personnel, mais c'est ça que j'ai bien aimé dans le bateau de Thésée, c'est que contrairement à... Alors je le mets en opposition beaucoup avec Death Note, qui est l'autre... Enfin, qui moi m'a fait grandir et qui m'a fait découvrir le thriller policier dans le manga. Et là où, d'ailleurs on en parlait hier dans un autre podcast que j'ai enregistré, Death Note tire en longueur à partir de la seconde moitié, enfin sur tout le dernier tiers. Je trouve que le bateau de Thésée a eu l'intelligence de ne pas le faire. Il y a justement ces différents allers-retours qui permettent de fluidifier un peu le voyage de Chine entre les différentes époques. Et je trouve que la fin est en apothéose, elle est parfaite et on en vient à la fin à comprendre enfin le titre. Parce que moi, c'était une de mes appréhensions, c'était que ce titre, ce fameux bateau de Thésée. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est le bateau de Thésée, ça vient du mythe de Thésée, qui revient en Crète, donc après avoir vaincu le Minotaure à Athènes. Il revient de Crète, pardon. Donc il revient à Athènes et les Athéniens décident de garder son bateau et de changer les planches pour garder le bateau dans un état neuf. Sauf que la question se pose, est-ce qu'en changeant toutes les planches du bateau, le bateau est toujours le même? Et donc c'est une expérience de pensée, le bateau de Thésée qui en suit par rapport à l'humain. Donc est-ce qu'en changeant des choses par rapport à quelqu'un, la personne est toujours la même? Et je me demandais à quel point l'auteur allait pousser cette réflexion philosophique au bout, et sans en dire trop, aller lire le manga pour comprendre, mais je trouve que le dernier tome, enfin du moins tout le dernier arc, répond parfaitement à cette problématique du titre, que le titre pose. Et comme vous l'avez dit, les relations humaines sont très réalistes, et pour moi c'est un énorme point positif pour ce manga, et je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup de personnes l'apprécient. Maintenant, Oui, je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup de non-lecteurs de manga l'apprécient. C'est qu'il y a un propos qui est très accessible aussi. Et c'est vrai que moi j'ai beaucoup dans le lectorat des gens qui ne sont pas plus habitués que ça à lire du manga et qui se prennent très bien dans la compréhension de la symbolique du bateau de Thésée, mélangée avec un aspect thriller qui est assez grand public. Sachant que le trailer, c'est alors peut-être aujourd'hui, en tout cas pour un public adulte, donc le public visé par le seinen à la base, un jeune adulte, un des genres de prédilection, enfin le genre le plus facile d'accès pour quelqu'un qui lit pas spécialement, que ce soit un roman, une BD, un manga. Je pense que c'est un genre qui est assez, enfin, qui permet de rentrer dans tel ou tel médium plus facilement. Parce qu'on a grandi avec, on en voit très souvent à la télé, il y a toutes les séries policières. Enfin, c'est un genre qui est cultivé depuis très longtemps dans la culture et qui, encore aujourd'hui, permet justement cette porte d'entrée dans l'univers du livre. Et c'est une très bonne chose par rapport à ça. Et moi, j'avais une question par rapport justement à ce côté thriller, au niveau de la traduction. Alors, je vais juste reprendre le nom de la traductrice, qui est Ryoko Akiyama. Ouais, Akamiya. Elle est nommée pour le festival d'Angoulême, c'est ça? Ryoko Akiyama, pardon. Akiyama, oui. Akiyama, la pauvre. Ryoko Akiyama, en fait, c'est le titre en fait qui est sélectionné, mais elle, sur son travail qui par ailleurs a été excellent, sur la traduction de ce titre, avait été sélectionné au précédent, je crois, Festival d'Angoulême, par le prix Konishi pour la traduction de manga, qui est un autre prix. Il y a plusieurs prix à Angoulême, et il y a notamment le prix Konishi pour la meilleure traduction de manga, et elle avait fait partie effectivement de la sélection des quelques titres qui avaient été retenus par ce jury. Donc son travail avait déjà effectivement été mis en lumière. Alors, est-ce qu'il y a je pense qu'il y a dû avoir une difficulté à traduire ce titre, parce que comme on parle de thriller, le texte et le choix des mots est très important, que ce soit pour la compréhension du lecteur, même pour le développement de l'histoire. Une mauvaise phrase, un mauvais mot, enfin une mauvaise compréhension d'une scène peut totalement changer le point de vue de la personne. Est-ce que vous laissez cette personne en autonomie totale, ou vous travaillez en étroite collaboration avec, vous faites plusieurs retouches? Enfin, comment se passe ce travail de traduction justement vis-à-vis de vous en tant que directeur éditorial? C'est très différent selon les traducteurs et selon les œuvres, en définitive. Avec Ryoko, c'était assez facile parce que c'est une personne de grand talent à ce niveau-là. Donc, elle est très bien rentrée en plus dans le titre, elle a adoré le titre.
Je crois même qu'elle était en contact avec l'auteur via Twitter, par exemple. Donc, il y avait toujours la possibilité, éventuellement, d'affiner ou d'affûter une question qu'elle pouvait avoir de telle manière à être le plus proche possible du titre. Après, c'est un titre, moi, j'ai pas eu énormément d'échanges. Enfin, il y a toujours une petite question ici ou là, par exemple, qui peut se poser. Mais vu la nature du titre, j'ai pas eu plus d'échanges que sur un autre titre, par exemple, que je peux avoir, qui va être Magmel, voilà, qui met en avant les créatures sous-marines, et où là-dessus, il y a quand même beaucoup plus de recherches scientifiques à faire au niveau de la traduction et de questionnements par rapport à une vérité existante. Comme Peleliu, qui est un autre titre qu'on fait et qui parle de la guerre du Pacifique. Il y a des références historiques qui sont très précises, et là aussi, il y a beaucoup plus d'échanges avec le traducteur de telle manière à pouvoir éclairer telle ou telle question que je pourrais me poser sur un point de traduction. C'est plus vis-à-vis de ces éléments, si j'ose dire, de vérification que les échanges sont le plus nombreux. Après, avec le bateau de Thésée, ça va être plutôt des échanges de formulation ou des comment dire encore une fois, c'est si la traductrice rentre bien en écho avec le titre, avec l'intensité du titre et les intentions de l'auteur, normalement, elle livre un travail ou il livre un travail qui pose pas beaucoup de questions. J'avais une autre question par rapport à la conception même du titre de l'ouvrage, donc du livre, au niveau des couvertures et de l'habillage graphique, parce que moi je suis graphiste, donc forcément c'est quelque chose qui, quand je vois un livre, la couverture et l'habillage global, même l'intérieur avec les dessins, me touche particulièrement, et souvent c'est ce qui fait que je vais acheter ou non un titre. Dans le cadre du bateau de Thésée, je crois que alors j'ai pas toutes les couvertures sous les yeux, mais je crois que les 10 couvertures présentent la famille de Chine à différents moments. Donc que ça soit lui et son père, sa sœur, son frère. Pourquoi avoir fait ce choix particulier de couverture finalement assez sobre? La couverture est très neutre avec des guillemets. On voit juste les personnages qui sont au centre du récit au moment T. Pourquoi avoir fait ce choix? En premier lieu, les couvertures du bateau de Thésée sont assez subtiles puisqu'il y a toujours un petit détail gênant ou malaisant. Il y a toujours, on voit les personnages, puis quand on regarde de près, on s'aperçoit qu'en fait, il y a quelques gouttes de sang qui tombent par terre. Il y a, voilà, la composition est parfois un peu, tente à être étudiée. Après, d'une manière générale, faut concevoir que quand on fait du manga en France, on fait ce qu'on appelle de l'achat de droit. Donc on reprend un titre qui existe déjà au Japon. Ouais. Et les couvertures, d'une manière générale, les éditeurs nous demandent de travailler au fac-similé. C'est-à-dire nous demandent d'être le plus proche possible de la version japonaise. C'est contractuel, c'est-à-dire qu'il y a des éditeurs qui l'inscrivent effectivement dans les contrats, et donc nous, on adapte en termes de texte. On peut parfois rajouter des pages supplémentaires si on argumente auprès de l'éditeur japonais pour dire ça serait bien d'avoir une interview de l'auteur à la fin, ou alors ça serait bien de mettre une introduction par telle ou telle personne, ou des pages de fin explicatives, ou des petits bonus, des petites choses comme ça. Qu'on peut rajouter éventuellement des pages, mais par contre, on ne peut pas fondamentalement, la plupart du temps, changer quoi que ce soit au contenu. On est tenu de respecter évidemment le sens de lecture japonais, et on est tenu de reprendre les couvertures qui préexistaient déjà au Japon. Donc c'est absolument pas un choix. Sachant que, alors dans le cas de Bateau de Thésée, c'était anciennement chez Vega et c'est passé chez Vega Dupuis. Donc est-ce qu'au niveau contractuel, et notamment l'habillage graphique, la traduction, etc., il y a des choses à refaire ou même au niveau du contrat, renégocier certaines choses pour passer d'une maison d'édition à une autre, sachant que là, c'est même pas passer d'une maison à une autre, c'est une histoire de rachat, parce que la maison reste dedans, en fait, Vega est resté dans Dupuis. Est-ce qu'il y a des choses à modifier là-dedans? Oui, quand on passe d'une maison à une autre, il y a des choses à modifier. En premier lieu, changer le logo. L'important, après, c'est aussi de pouvoir présenter un logo et un changement de logo qui soit pas trop lointain par rapport au logo précédent, de telle manière à ce que les gens n'aient pas dans leur collection et dans leur bibliothèque
une rupture horrible, voilà, avec des logos qui vont Mm. pas ensemble. Enfin bon, c'est moche, quoi. Voilà. Et puis après, d'un point de vue contractuel, dans chaque ouvrage, à la fin de l'ouvrage, il y a ce qu'on appelle la page de copyright. Et la page de copyright mentionne l'ensemble des personnes qui ont travaillé sur le titre. Et les pages de copyright de Vega, lorsque Vega était travaillé chez Steinkiss, mentionnaient le fait que Vega était un label de Steinkiss. Donc, il a fallu refaire toutes les pages de copyright et il a fallu refaire toutes les couvertures et les jaquettes et renvoyer tout ça évidemment en validation pour réimprimer effectivement tous les titres et tous les volumes avec le nouveau label et la nouvelle page de copyright. Donc aujourd'hui, c'est strictement impossible de trouver un bateau de Thésée de Vega uniquement dans le commerce. Logiquement, ils ont tous été enlevés. Alors, l'éditeur nous a autorisé à laisser un petit peu le reste des titres Vega Steinkiss, si j'ose dire, dans le commerce pour éviter qu'il y ait un trop gros trou, en fait, entre le moment où on enlève les titres Vega Steinkiss et le moment après impression, validation. C'est un process qui prend 6 mois quand même, hein. Ouais. Donc après que justement on puisse mettre en place dans les librairies cette nouvelle version du titre. Donc ça nous a permis comme ça d'éviter que les gens se cassent le nez en venant dans les librairies et qu'on leur dise ah mais mon pauvre monsieur, il va falloir attendre 6 mois avant d'avoir le volume que vous voulez. Donc on a pu comme on dit épurer les stocks un peu en continuant à proposer les choses. Et puis à partir du moment où la nouvelle version, la version du puits, a été mise en place, tout ce qui restait de Vega Steinkiss, on l'a pilonné. Alors, on va arriver à la fin de cet enregistrement. Moi, j'aurais deux petites dernières questions qui sont un peu plus personnelles sur le titre de Thésée. Tout à l'heure, on parlait des influences de la culture pop sur le récit. Est-ce que là, comme ça, vous auriez des noms à citer d'œuvres, que ça soit cinéma, livre, même d'œuvres d'art, de tableaux ou de sculptures, qui, pour les auditeurs, permettraient de faire un lien avec le bateau de Thésée qui pourrait leur donner envie de s'y intéresser s'ils sont encore un petit peu réticents à se dire ah, j'ai envie qu'ils prennent son influence dans un truc que je connais, notamment avec le voyage dans le temps. Moi, je sais c'est l'argument qui me l'a fait acheter, c'était le côté voyage dans le temps et enquête. Étant un gros fan de Steins Gate, qui traite un petit peu de ça à la base. Est-ce que comme ça, vous auriez des exemples d'œuvres qui ont pu influencer ou inspirer le bateau de Thésée? C'est assez compliqué de mettre des œuvres différenciées. Je pense que quand on aime le manga, on a aimé sans doute Eraser, par exemple, Ouais. il était chez Kiyun, et qui est une autre façon de travailler le voyage dans le temps, voilà, de manière très habile, par ailleurs, c'est un excellent titre, et voilà, qui peut être, voilà, il peut être approchable hein, d'une certaine manière du bateau de Thésée. Sur le côté polar thriller, j'irais presque jusqu'à dire qu'il y a parfois presque une touche Hitchcockienne dans la capacité de l'auteur à torturer un peu son lecteur, si j'ose dire, en l'amenant dans diverses pistes. Moi, ça m'a aussi un peu fait penser à Twin Peaks sur certains aspects. Le petit village reculé dans la campagne japonaise, recouvert de neige, cette ambiance un peu étrange, et puis ces gens qui paraissent tous très bien dans ce village et dont on découvre petit à petit aussi que il y a des secrets, il y a des choses voilà qui sont à découvrir. Après, forcément, on pense aux différents films ou aux romans qui peuvent traiter des serial killers. Et même si là, c'est plus subtil que ça. Je trouve que le bateau de Thésée a une vraie originalité qui fait que c'est difficile de trouver une œuvre qui colle parfaitement et qui permet de dire, je pense que vraiment, à quelqu'un, je dirais, si tu aimes un petit peu tout ça, tu vas trouver quelque chose d'original et tu seras pas déçu en lisant le bateau de Thésée. C'est vrai que je m'étais posé la question, même dans ma mangatech, de chercher un titre qui pourrait
y ressembler de même de loin et j'ai pas trouvé. Pourtant j'ai essayé, hein, mais c'est assez unique dans le développement. Et c'est pour ça que pour moi c'est un excellent titre qu'il faut lire au moins une fois, sans forcément l'avoir. Enfin, je pense que vous pourrez bientôt le trouver en médiathèque ou en bibliothèque pour le lire de manière légale et gratuite. Mais il est disponible partout, même sur les plateformes. Alors Isneo, oui, je pense qu'il doit être disponible sur Isneo aussi si vous aimez la lecture en tablette graphique, en tablette virtuelle, pardon. Tant que vous ne le lisez pas en pirate. Voilà, c'est ça. Il y a souvent des débats sur ce podcast par rapport aux lectures pirates. Moi, je suis totalement contre. C'est pas du tout quelque chose que je cautionne. Donc, on le rappelle encore une fois, la lecture de scan est illégale. Si vous lisez sur ordinateur, il vaut mieux lire sur des médiums légaux, comme Isneo, qui le fait très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette interview. C'était très plaisant d'en apprendre un peu plus sur la conception d'un titre vis-à-vis d'un éditeur. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup intéressé. Si vous avez un dernier mot de la fin pour convaincre les derniers réticents de se lancer dans le bateau de Thésée ou même pour vous suivre sur vos différents réseaux, allez-y. Merci à vous déjà pour l'intérêt que vous avez porté à ce titre. Je pense qu'on a dit un certain nombre de choses qui permettent aussi de comprendre pourquoi est-ce que ce titre a un gros succès. Je pense que cette originalité sur laquelle on terminait notre discussion, c'est justement ce qui fait que les gens adorent le bateau de Thésée, c'est qu'on n'a pas l'impression d'avoir lu énormément de choses, d'avoir vu énormément de choses qui représentent ce titre. Moi, le meilleur argument, encore une fois, que je puisse mettre en avant par rapport au bateau de Thésée, c'est que c'est un titre court. Il fait que 10 volumes et c'est très bien comme ça. C'est-à-dire qu'il a bien été pensé. Il est parfaitement équilibré. Chaque volume apporte son lot à la fois de découvertes, de révélations et de nouvelles complexités. Et je pense que le grand talent de ce manga, c'est son dosage, son équilibre et voilà cette subtilité que l'auteur a su avoir pour donner un récit cohérent, complet, qui se termine, parce qu'on a une vraie fin, une réelle fin à tous les mystères qui sont levés dans ce titre. Et c'est pour ça que c'est un plaisir de lecture complet. On est vraiment rassasié quand on a terminé et on a l'impression vraiment d'avoir vécu une belle aventure de lecture. Et encore une fois, donc pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à en parler, parce que moi personnellement, j'ai connu le bateau de Thésée via du bouche à oreille d'une personne qui m'a dit il faut absolument que tu lises, toi qui aimes le thriller. Donc il faut en parler, il faut faire découvrir ce genre d'œuvre à vos proches, même à des proches qui ne lisent pas le manga. On en a déjà parlé avant dans cet épisode. En tout cas, si vous êtes intéressé par les éditions Vega Dupuis, vous pouvez les retrouver sur tous les réseaux. Donc c'est vega-dupuis.fr et sur Twitter c'est, je vais retrouver ça tout de suite, Vega Dupuis également. Ainsi que sur Facebook, je suppose, Instagram et toutes les plateformes, tous les réseaux sociaux. Voilà, il y a un peu de tout. Et puis sur le site internet, on a un site principalement présentatif qui permet de suivre les sorties, de lire des extraits, de savoir ce qui va être produit dans les mois à venir. Enfin voilà, il y a toutes les informations à retrouver. Et si tout cela ne vous a pas convaincu, vous pouvez toujours aller au Festival d'Angoulême pour directement avoir le produit en main et le découvrir. En tout cas, c'est ce que moi je ferais. On aura un stand, on sera présent à l'espace manga d'Angoulême. Et bien on va sûrement se croiser là-bas. Nous rencontrer. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux comme d'habitude, à mettre votre petite étoile, le petit cœur, le partage. Bref, vous connaissez la chanson. Et n'oubliez pas, lisez plein de mangas. Ciao!